Bonjour à tous. Je souhaitais commencer mon propos introductif qui sera assez bref par une citation de Martin Luther King. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir ensemble comme des idiots. J'ai l'habitude de partir de l'étymologie et du sens des mots pour situer mon propos. Je vous rassure, ce sera encore une fois bref. Du latin securitas, absence de soucis, absence de danger, tranquillité de l'âme. La sécurité est un état où les dangers et les conditions pouvant provoquer des dommages, d'ordre physique, psychologique ou matériel, sont contrôlés de manière à préserver la santé et le bien-être des individus et de la communauté. Est-ce que la sécurité n'est dès lors qu'une affaire des forces de l'ordre ou est-ce qu'elle nous appartient à nous tous ? Après nous être arrêtés quelques secondes sur la définition de la sécurité, nous allons plus longuement revenir sur la très belle intervention. Plus précisément, c'était les propos introductifs, donc sur la très belle introduction de Roland Gori, qui s'est déroulée hier soir, ainsi que sur les tables rondes d'aujourd'hui, qui ne pouvaient d'ailleurs pas mieux commencer qu'avec la convocation des propos de Jean Jaurès et d'Albert Camus, bien que l'on aimerait que leur juste analyse soit aujourd'hui dépassée. Pourquoi ? Parce que l'humanité dans l'homme, ce serait bien qu'elle puisse enfin s'épanouir, que l'on puisse accueillir l'autre et que puisse émerger un humanisme d'espoir, pour reprendre les termes de Marie-Josée. J'ai écouté aujourd'hui des gens courageux. Jean Jaurès écrivait dans son discours à la jeunesse, le 30 juillet 1903, « Le courage, c'est d'aller à l'idéal et de comprendre le réel. C'est d'agir et de se donner aux grandes causes. Cette journée m'a empli d'oxygène, donc je tenais tous à vous remercier. » Avec Roland, on a tout de suite compris que la sécurité, c'est aussi, mais surtout, ce que peut apporter notre environnement social, culturel, symbolique, matériel. La sécurité, c'est aussi la protection sociale, la santé, l'éducation, la culture, la justice, et tant d'autres choses. Dès lors, le terme principal de notre journée est bien ailleurs. Face à l'impensable, à la terreur, à la barbarie qui a surgi dans notre vie quotidienne ces 2 dernières années, bien entendu, nous ressentons tristesse, sidération, horreur. Ces mots ne sont certainement même pas assez forts pour décrire toutes les émotions qui nous ont traversées. Mais comme le disait Anne-Cécile Robert ce matin, il y a un temps pour l'émotion qu'il faut respecter et un temps ensuite pour penser. On l'a compris, l'horreur peut surgir de n'importe quel endroit, de n'importe où et dans n'importe quelle séquence de notre vie. Vous pouvez tout sécuriser, les écoles, les universités, les hôpitaux, la presse, les lieux de culte. La liste n'est pas exhaustive, là encore une fois. Ce ne sera jamais suffisant. La sécurité est encore une fois bien ailleurs. C'est une des raisons pour laquelle nous nous sommes réunis durant ces 2 journées. Continuez à penser nos mots. Devant la polysémie de ces termes, je vous laisse le soin de choisir ceux qui conviennent. Nous réaffirmons la nécessité non seulement de proposer ensemble des solutions, mais de les mettre en place, et plutôt de les mettre en place. Une des réponses se trouve dans l'effet de penser ensemble plutôt que de contrôler. C'est la pensée et l'accueil de la sidération qui permet de métaboliser les traumatismes et d'éviter des mécanismes de défense trop archaïques, tels que le clivage ou le déni. L'impasse générale dans laquelle nous nous trouvons est douloureuse, mais elle peut être fertile à condition que nous n'attendions pas trop. Elle relance le doute, et ce doute est propice à l'émergence d'autres modes de pensée. Nous l'avons constaté aujourd'hui d'ailleurs. Il s'agit donc de mettre fin au clivage. Nous avons une profonde identité commune. Il ne suffit pas de croire que nous avons notre autonomie et notre liberté vis-à-vis de ces dérives. Elles imprègnent nos esprits. Il s'agit de pollution psychologique et sociale extrêmement puissante et constante. Anne-Cécile Robert nous le rappelait ce matin. C'est pourquoi ces journées et toutes les actions de la société civile allant dans le sens de la parole et du partage sont essentielles. D'autant que la facilité avec laquelle nos bonnes intentions et nos valeurs peuvent être bousculées par un sentiment de fausse urgence est déconcertante, vexante, même humiliante. L'urgence peut progressivement dénaturer nos capacités à être de bons humains. Nous vivons une époque d'échec institutionnel où se créent collectivement des résultats que personne ne veut, violence, pauvreté, changement climatique. La liste, encore une fois, est non exhaustive.
Nous nous sommes précédemment réunis à plusieurs reprises pour échanger, partager ces sujets. Il ne sert à rien d'espérer voir les institutions changer sans changer les modèles et donc les esprits qui les ont créés. Soit nous restons dans le conformisme et nous déferons rien, soit nous transgressons pour aller vers le changement. Et aujourd'hui, et tout au long des réunions de l'appel des appels, j'ai vu des personnes justement qui mettaient en place et qui essayaient, tant bien que mal, comme ils pouvaient justement, de transgresser pour aller vers le changement. Tant que nous n'aurons pas résolu l'angoisse et la peur de l'autre, de notre semblable, nous ne progresserons pas. D'ailleurs, commencer ce cheminement par le niveau individuel, c'est notamment ce que l'on fait en organisant ces journées et en y participant. Cela permet de ne pas s'assécher au niveau de la motivation et de reconstruire nos institutions à la lumière des connaissances, de la compréhension, de la sagesse et de la cohérence. Ça pose la question de la responsabilité individuelle, de sa propre position subjective. À de nombreuses reprises, nous avons constaté que la compétitivité aboutit à l'affaiblissement du plus grand nombre par la minorité, tandis que par la générosité et la bienveillance qu'elle implique, la coopération, c'est-à-dire le fait de participer ensemble à une œuvre commune, est la chose la plus élégante et la plus intelligente. Et elle peut être, de ce fait, plus porteuse de paix collectivement. À l'appel des appels, nous avons toujours prôné le lien plutôt que la sécurité, dans son aspect galvaudé, c'est-à-dire tel que ce terme est repris par nos politiques et la majorité de nos médias. D'ailleurs, je tiens à remercier Anne-Cécile Robert, Laurent Mauduit et surtout Charles Sylvestre, parce qu'aujourd'hui, ils m'ont réconcilié avec une partie de la presse. Grâce à eux, je nourris l'espoir qu'elles puissent devenir meilleures dans le but de nous aider à être des citoyens plus éclairés. Nous savons depuis longtemps que lorsque le lien est sécure, lorsque les hommes sont liés entre eux, ils risquent moins. Il s'agit une nouvelle fois de prendre le parti pris de l'humain pour trouver des solutions à ces questions liées au risque et à la sécurité qui sont chaque jour convoquées par nos politiques et les grandes chaînes d'information. Enfin, par chaîne d'information grande, j'entends évidemment celles qui ont les moyens financiers et non la qualité des propos qui sont tenus. Il est donc grand temps de remettre l'humain au cœur de la société. Ces paroles portées par notre collectif depuis sa création n'ont jamais été autant chargées de sens qu'aujourd'hui. Face à ce tous contre tous, parlons-nous, partageons. Je souhaiterais terminer mon propos avec une citation tirée d'un film que j'ai eu la chance de voir cette semaine. C'est le film, peut-être vous l'avez vu, c'est « Nous trois ou rien ». La citation, c'est « Vous avez votre histoire, nous avons la nôtre, construisons une nouvelle, je rajouterais même une belle histoire, ensemble ». Dans ce film, l'humoriste Kéron retrace avec émotion et humour le parcours de ses parents, qui sont des opposants au pouvoir iranien, et ils se sont investis en banlieue parisienne dans l'insertion des immigrés. Il s'agit plutôt de considérer qu'à côté des problèmes, des dysfonctionnements et des défis gigantesques auxquels l'humanité tout entière doit faire face, se développent de multiples projets individuels et collectifs prometteurs. Je suis quelqu'un de très optimiste, vous l'avez déjà vu à d'autres journées, donc je souhaitais terminer avec un message plutôt positif. Donc penser d'autres modèles, c'est montrer que ceux qu'on nous impose ne sont ni les meilleurs, ni les seuls. Merci Émilie. Merci aussi de terminer sur cette histoire. Je voudrais dire un mot sur cette coupole dans laquelle on est et ce symbole fort qui nous inscrit, qui inscrit l'appel des appels dans l'historicité et l'histoire d'un combat qui a été mené par d'autres pendant si longtemps. Alors, loin de moi l'idée d'idéaliser ce combat, mais au moins de rendre hommage à tous ces militants qui ont lutté sur le terrain de l'éducation populaire, de la justice, de l'égalité, et surtout qui ont lutté contre la violence symbolique et combien le PC était important pour redonner la fierté au monde ouvrier, parce que justement, ils sortaient, ils avaient l'espoir de pouvoir agir sur la société. Attendez, je parle de nous aujourd'hui dans cette coupole et je vous rends hommage à ceux qui continuent cette lutte, mais surtout je rends hommage aussi à Niemeyer qui a
construit cet espace aussi beau pour dire que ce qu'on fait ici aujourd'hui, c'est regarder aussi à l'extérieur de la France. On a été, je trouve, très franco-français. Il se trouve que moi j'ai proposé à l'appel des appels d'essayer, comme je voyage beaucoup, d'en parler. Et j'en parle en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Je reviens hier, j'étais en Suisse, avant-hier en Belgique, etc. Je peux vous dire que ce qu'on fait ici, c'est regarder très attentivement et qu'on a la chance de pouvoir faire ça alors qu'il y a bien d'autres pays où ils n'ont pas cette chance-là. Et donc je disais, dans ce combat aussi, cette dimension du symbolique. Je crois que ce qui m'a frappé beaucoup dans tous les apports qui ont été faits, c'est combien c'est important d'avoir des espaces, des moments pour se parler, échanger, créer des espaces d'intelligence collective qui permet à chacun de mettre en commun ses désespérances pour essayer de retrouver espoir, ses désenchantements pour se réenchanter, ses doutes pour retrouver du sens et son isolement pour développer des actions collectives. Et il me semble que ces outils symboliques dont il était question tout à l'heure, et il y a là un combat, et je crois que c'est une des caractéristiques de ce qu'on essaye de faire ici, parce que notre crise, c'est peut-être plus une crise du symbolique qu'une crise économique, ou bien sûr qu'il y a d'autres éléments de la crise que je nie pas, mais au moins là, c'est quoi le symbolique ? C'est la question du sens, on a beaucoup parlé, mais aussi la question de construire un cadre qui permet justement de développer des activités cliniques, des activités artistiques, de parler ensemble. Et Winnicott, que vous connaissez très bien, entre l'imaginaire et le réel, le symbolique. Et aujourd'hui, on a beaucoup évoqué le fait que combien l'imaginaire de l'idéologie managériale était un imaginaire leurrant, combien l'imaginaire de la performance, de l'excellence, de la réussite sont des imaginaires leurrants, et combien le réel, aujourd'hui, est vécu par beaucoup comme insécurisant, comme chaotique, comme violent, comme dangereux et comme inquiétant. Alors, par rapport à ça, on a fait un certain nombre de choses. Je crois que la première, c'est travailler sur le sens. Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde, disait Camus. Et le sens, c'est effectivement ce qu'on a entendu du côté de la culture et de l'art, du côté de la recherche et du concept et de la connaissance scientifique, et aussi du côté de tous ces professionnels qui sont des cliniciens, qui sont au plus près du vécu de tous ceux qui souffrent. Et pour essayer, et c'est pour moi une définition de l'ordre, qui est l'ordre au sens de Baudelaire, c'est-à-dire l'ordre là où tout n'est qu'ordre, calme et volupté, par opposition à cet ordre policier, certains ont dit fasciste, en tout cas sécuritaire, qui effectivement impose des normes, des prescriptions, des enfermements, comme si c'était ça qui allait nous protéger. Et nous protéger de quoi ? Et ça m'a beaucoup touché ce qui a été dit ce matin, parce que je crois que c'est une clé, c'est Grigny, c'est le chaos. C'est fort, parce que c'est effectivement là où on voit que Thanatos se nourrit. Quand il y a du chaos, ça donne, effectivement, on a évoqué la pulsion de mort, et Freud, ça nourrit cette désespérance qui nourrit les forces de mort. Mais on a entendu aussi que l'hôpital, c'était le chaos, et que ces infirmières qui se suicident. Et on a entendu que toutes ces institutions qui faisaient lien, toutes ces institutions qui sont des conquêtes, d'une certaine façon, pour construire un état de droit, pour développer la démocratie, pour permettre de faire du lien. Toutes ces institutions sont en crise et elles sont menacées de chaos. Alors il se trouve que ma spécialité a été pendant longtemps justement le management. Et je peux vous dire que j'ai écrit un livre, Le Coût de l'excellence, qui était en réaction par rapport au prix de l'excellence, qui était, je dirais, un livre sur l'essence de cette idéologie managériale, de la réussite, de la performance qu'on a beaucoup évoqué ici. Et un des deux auteurs de ce livre, In Search of Excellence, Peter, avait écrit un livre
ce livre, Le Prix de l'excellence, c'était dans les années 80. Hein, c'était le temps où on pensait que ça allait résoudre tous les problèmes et permettre l'efficience, l'efficacité, la performance. Et c'était les recettes pour la réussite des grandes organisations et des grandes entreprises. 7 ans après, un des deux auteurs, Peter, a écrit un livre qui a eu beaucoup moins de succès que le Prix de l'excellence, qui s'appelait Le chaos management. Et il décrit exactement ce qu'on a entendu aujourd'hui. C'est-à-dire que cette course en avant pour la réussite, hein, qui produit non plus la lutte des classes, mais la lutte des places, la compétition généralisée, l'avancement au mérite, l'évaluation performative par les résultats, le benchmarking, le ranking, l'organisation par projet, et toute cette liste de ces nouveaux outils que mettent en place toutes ces agences d'évaluation, que met en place la RGPP, Révision générale des politiques publiques, qui a été transformée considérablement par le nouveau gouvernement en MAP, modernisation de l'action publique, mais c'est exactement la même chose. Et c'est ça qui produit le chaos. Et il faut voir que ça, c'est un phénomène mondial. Et je voudrais insister là-dessus parce que chacun le voit dans sa chapelle, et c'est pour ça que l'appel des appels est important, pour avoir cette transversalité que vous représentez, de montrer que si on le rencontre chacun dans son secteur, en fait, c'est un phénomène transversal. Et si on le rencontre en France, c'est un phénomène global, c'est un phénomène social mondial, le New Public Management, hein, c'est la corporate governance, etc. C'est le modèle de toutes les institutions internationales. C'est le modèle où, hein, vous avez vu l'histoire de la Grèce, on dit à la Grèce, c'est parce qu'elle n'a pas appliqué ça qu'elle est en crise, alors que c'est justement quand on applique ça que la crise apparaît. Et c'est ça, ce renversement sur lequel je voudrais insister au niveau politique. C'est que la force du capitalisme, hein, pour ceux qui sont économistes, c'était ce que Schumpeter avait bien décrit sur le principe de destruction créatrice, c'est-à-dire le capitalisme détruit en permanence ce qu'il produit pour produire des nouveaux produits qui apportent plus de valeur que ce qui a été détruit. Bon, et c'est pas faux comme analyse. C'est vrai que le capitalisme, hein, a eu des formidables avancées en termes de progrès techniques, etc. Ce qui ressort d'une journée comme celle-là, c'est en fait que ce beau principe, je mets beau entre guillemets, vous l'aurez compris, de Schumpeter, hein, de destruction créatrice, est en train de s'inverser complètement, et que le capitalisme, c'est vraiment la création destructrice. Il est en train de détruire la planète. On n'a pas beaucoup parlé d'écologie, mais elle était présente, hein, dans les inquiétudes qui est là. Et elle est en train de détruire le travail, détruire les institutions, détruire la société, détruire le lien social. C'est bien ce que tous les témoignages que vous avez donnés vont tout à fait dans ce sens-là. Et elle est en train de détruire la société. Hein, c'est-à-dire que tout ce qui fait lien ne rapporte pas. Et donc, on est en train de le supprimer. Et les témoignages qui ont été donnés, cette folie, et c'est ce que moi, j'essaie de travailler sur les organisations paradoxantes, c'est-à-dire que ce qui nous met en folie, ce qui nous taraude au plus profond de nous, c'est tous les témoignages que vous avez donnés montrent bien qu'on est empêché de travailler au nom de la qualité, au nom de la performance, au nom de l'efficience. On nous met dans des situations paradoxantes en permanence, par exemple, hein, d'évaluer notre travail, d'évaluer notre activité à partir de critères qui non seulement ne donnent pas la valeur qu'on attache à ce qu'on fait, mais en plus nous empêchent de travailler. Vous connaissez, hein, ce décalage de plus en plus évident entre ce qui est de l'ordre des prescriptions et ce qui est de l'ordre du travail réel. Et ce qui redonne sens, hein, ce qui permet de retrouver la force du symbolique, c'est justement quand on revient au niveau des fondamentaux de notre métier, c'est-à-dire non pas, hein, de travailler en fonction des indicateurs qui vont nous permettre de rendre compte de ce qu'on fait, mais travailler par rapport à la valeur qu'on attache à ce qu'on fait. Et ce qui est paradoxant, c'est effectivement d'être confronté au fait de sentir que on est en permanence dans une injonction paradoxale, c'est-à-dire si on veut, hein, répondre à ces exigences et à ces injonctions, ça nous met complètement en contradiction avec le sens profond des raisons pour lesquelles on a choisi de faire ça. Et alors, la suppression des crédits pour toutes les activités qui font société aujourd'hui est hallucinante, et en particulier par rapport au chaos de Grigny
de penser qu'il n'y a plus l'éducation spécialisée, l'éducation populaire, tout ce qui fait lien, tout ce qui fait sens, tout ce qui fait du soin, et que derrière ça, un des paradoxes, il a été bien évoqué, c'est que effectivement le sécuritaire, c'est de vouloir éliminer le symptôme, coûte que coûte, même si ça coûte très cher, en disant que c'est ça qui va rapporter, sans se préoccuper des causes du symptôme, c'est-à-dire pourquoi il y a le chaos à Grigny, pourquoi il y a le chaos effectivement partout qui produit cette dimension de l'angoisse de mort, cette dimension mortifère qui traverse toute notre société. Et donc le chaos, c'est vraiment cette création destructrice, et que tout ce que vous avez dit si joliment sur retrouver les fondamentaux, pour moi c'est retrouver ce pacte d'humanité, c'est-à-dire ce qui est au cœur de ce qui fonde le lien social. Et Scott Fitzgerald disait joliment, il faudrait pouvoir mettre ensemble deux choses contradictoires, penser que les choses sont sans espoir, mais être cependant décidé à les changer. Eh bien, je crois qu'on va se séparer, bien sûr, mais je vais dire quelques mots, puisqu'on m'y a aussi invité. D'abord, vous remercier tous. Remercier d'abord tous ceux qui ont permis que ces journées se tiennent. Je ne vais pas redonner les noms, je les ai donnés hier soir, mais vraiment, c'est sincère. C'est vraiment, vous nous avez accueillis, vous nous avez donné la confiance, la possibilité, justement, de faire ce travail. Et puis tous les intervenants qui ont gentiment accepté non seulement d'intervenir, mais aussi d'intervenir avec des cadences infernales, et pourtant quand même dans ce pacte d'humanité. C'est un point qui est aussi extrêmement important. Et puis, vous qui êtes restés, vous qui nous avez écoutés, et qui nous avez donné un peu cette illusion, cette conviction, cette illusion que nous existions, et que nous étions écoutés. Et donc, du coup, c'est peut-être ce qui fait que nous n'avons pas été tellement plus violents. Nous n'avons pas tellement été plus violents parce que vous nous avez garanti une reconnaissance symbolique dans une société du mépris. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important. La sécurité, je voudrais reprendre ce qu'a dit Marie-Josée, parce qu'il se trouve que j'étais allé regarder aussi le dictionnaire étymologique. La sécurité, c'est la confiance de celui qui croit n'avoir aucun sujet de crainte, qui croit. Après, bien sûr, ça devient l'état de tranquillité qui résulte de l'absence de danger. Mais c'est le deuxième sens. Historiquement parlant, le premier sens, c'est celui qui croit, justement, n'avoir aucun sujet de crainte. Je crois que c'est très important, parce que c'est la construction de cette croyance qui peut être à même d'établir un sentiment de sécurité. Après que ce sentiment de sécurité se transforme en réalité de la sécurité, c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai. Mais c'est un point important. Il faut cette croyance. Il faut des fictions, il faut des récits qui puissent nous permettre de penser que nous n'avons rien à craindre parce que nous sommes ensemble. Et que, comme le disait le petit garçon cité par Freud, il fait plus clair quand on parle. Et là, quand on parle, effectivement, on se sent écouté, on se sent entendu, on est pris par la substance, justement, sociale qui nous constitue et qui nous donne cette illusion qu'on existe et que peut-être on existera encore longtemps. Ça, rien n'est sûr, mais enfin, il faut toujours quand même l'espérer. Donc, c'est un point important. Face à ça, si vous voulez, face à ça, n'est-ce pas, on se trouve, et mon ami Charles Sylvestre m'a amené plusieurs fois à lire Joël, je l'ai déjà beaucoup dit, mais à un défi démocratique. De Tocqueville dit, qu'est-ce qui caractérise la démocratie par rapport aux autres régimes? C'est un sentiment d'inquiétude, c'est un sentiment d'intranquillité, parce que les places ne sont pas figées, parce qu'elles ne sont pas alignées, parce qu'elles ne sont pas assignées. Et donc, par conséquent, il y a un défi qui est particulier à la démocratie, c'est la capacité justement de traiter, de soigner cette inquiétude naturelle des citoyens qui, sans cela, les conduit au conformisme de masse. Donc c'est extrêmement important, voyez. Et encore une fois, Jaurès disait que le pire ennemi de la démocratie, c'est le manque de confiance en elle-même et c'est l'absence d'ambition vraie. Eh bien, parmi la priorité de ces ambitions vraies, il y a justement cette capacité de donner à chacun des citoyens l'impression qu'il existe, la conviction qu'il existe, et qu'il existe justement par et dans les autres. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'opposer liberté et sécurité, il s'agit de considérer que la sécurité ne peut se construire que
dans la liberté, par la liberté, c'est-à-dire la liberté politique, celle de décider. Alors Foucault remarquait aussi qu'à la fin du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment où émergent justement les révolutions américaines et françaises, eh bien, la liberté s'est avérée corrélative, dit-il, de la mise en place de dispositifs de sécurité. Mais qu'est-ce que c'est, ces dispositifs de sécurité? Ce n'est pas des dispositifs sécuritaires. C'est des dispositifs de sécurité dont parle Foucault à ce moment-là. Et vous voyez, je suis presque ici, au centre du PC, en train de faire l'éloge du libéralisme. Il faut quand même le faire. C'est un paradoxe que je soutiens. Bon, eh bien, ce que dit à ce moment-là Foucault, c'est justement que ce sentiment de cette mise en place de dispositifs de sécurité, c'est ce qui se trouve à l'extrémité de chacune de ces institutions que sont la famille, l'école, la justice, la santé, etc. C'est-à-dire la normalisation. Nous avons été ici très nombreux depuis des années à écrire des choses, à dire des choses et à critiquer la normalisation. Mais c'est un point important sur lequel je voudrais être entendu avant qu'on se sépare. Vous voyez, c'est très important, c'est que si aujourd'hui on a recours aux forces sécuritaires, c'est parce que justement ce qu'avait mis en place, si vous voulez, le libéralisme, les démocraties libérales, c'est-à-dire la normalisation instituant des dispositifs de sécurité sans forcément une force sécuritaire, est en train de s'effondrer. C'est pour ça que je disais dès vendredi soir que le néolibéralisme est en train de tuer le libéralisme philosophique, c'est-à-dire la légitimité même de notre système. Alors, la pire des choses, vous vous en doutez, la pire des choses, c'est, on écoute ce matin Anne-Cécile Robert, n'est-ce pas, Laurent Mauduit et Charles Sylvestre, ils nous disent que pour le journalisme, la garantie de la sécurité de la démocratie, c'est la formation critique des citoyens et l'indépendance des professionnels par rapport aux puissances d'argent. C'est quand même très important. Or, c'est exactement l'inverse qu'on fait depuis 40 ans. C'est-à-dire que depuis 40 ans, si vous voulez, les logiques professionnelles, l'éthique professionnelle, les politiques professionnelles sont complètement corrompues par des logiques de marché, effectivement, qui passent par le cheval de Troie des différentes évaluations stupides auxquelles Vincent a fait allusion. Donc je crois que c'est un point qui veut dire que, je vais vous citer Keynes aussi, je pense que je ne l'avais pas fait vendredi soir, donc je peux le faire ce soir, je ne sais pas si je l'ai fait, sinon tant pis. Keynes disait, c'est Bernard Maris qui m'a fait connaître cette citation, n'est-ce pas, nous serions capables d'éteindre le soleil et les étoiles parce qu'ils ne nous rapportent pas de dividendes. Vous imaginez dans quelle situation nous serions? Eh bien, nous y sommes presque. Enfin, pas tout à fait. Nous sommes, si vous voulez, dans le crépuscule. Nous ne sommes pas encore dans la nuit. C'est ce point-là qui est important parce qu'effectivement, et tout à l'heure, Alain l'évoquait également, la crise, c'est le moment où le vieux monde tarde à mourir, le nouveau monde tarde à naître. Dans ce clair-obscur naissent les monstres. Bon, les monstres, mais c'est aussi là que peut naître le possible. C'est là où peut naître la création politique. Qu'est-ce que c'est que créer? Camus disait, créer, c'est donner une forme à son destin. Eh bien, nous avons à donner une forme à notre destin. Alors, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, mais peut-être répéter encore une fois, tant pis, même si je rabâche, mais l'économisme, ce n'est pas simplement pour que l'économie tourne bien. L'économisme, c'est une manière, c'est une conception du monde, c'est une hégémonie culturelle, c'est une vision du monde qui permet justement d'assujettir les individus, c'est-à-dire de les placer dans des logiques de soumission sociale, soi-disant librement consentie, c'est-à-dire de servitude volontaire. C'est un point qui me paraît, encore une fois, très important. Alors, quand on ne peut plus promettre, si vous voulez, le bonheur par la richesse, puisqu'on sait bien qu'effectivement, Pierre Larouturou l'évoquait, la croissance, bon, c'est comme l'Arlésienne, on l'attend toujours. Bon. Puisqu'on ne peut plus promettre le bonheur par la richesse, il faut pouvoir le promettre par autre chose. C'est-à-dire, il faut bien entendre que le discours sécuritaire est une promesse politique tout à fait analogue à la promesse de bonheur. Demain, vous serez mieux si vous vous comportez aujourd'hui de cette façon-là. Et c'est là, je crois, où il y a, si vous voulez, un danger qui est un danger majeur. Alors, pour terminer, sur deux points peut-être, peut-être juste encore un troisième. Allez. Le premier point, c'est que effectivement, on a beaucoup parlé ces dernières années, tout à fait logiquement, de capital matériel, etc., mais que Bourdieu nous a appris à penser aussi en termes de capital symbolique. C'est-à-dire que face à l'hégémonie culturelle néolibérale, il est peut-être extrêmement important que l'on puisse aujourd'hui proposer une autre vision du monde, proposer une autre culture. Et je reprendrai ce qu'a dit Vincent Goldjacq. C'est vrai qu'à un moment donné,
le PC, les forces de gauche, d'une manière plus générale, ont constitué une alternative aux démocraties libérales bourgeoises pour aller très vite. Et aujourd'hui, je pense que si on voit émerger d'autres formes contre-révolutionnaires, que ce soit les populismes, que ce soit, si vous voulez, l'extrême droite, ou que ce soit ce que j'appelle les théofascismes, c'est justement parce qu'il y a une crise de pensée et d'action politique, si vous voulez, alternative aux démocraties libérales. Nous sommes un certain nombre à avoir travaillé et écrit des choses là-dessus. Je crois que c'est un point qui est extrêmement important. Il ne faut pas méconnaître la dimension révolutionnaire de ces mouvements, les plus odieux qu'ils soient. Et donc, il est urgent de pouvoir créer, si vous voulez, autre chose. Je citerai Churchill, je prends le risque de citer Churchill ici, n'est-ce pas? Un peuple qui oublie son passé se condamne à le revivre. Je crois qu'il nous faut absolument, si vous voulez, il nous faut absolument nous souvenir de cela. Alors, je termine sur 2 points très vite. Nous avons peut-être un peu méconnu, depuis hier soir, la dimension internationale. Je ne dirais pas dans le même sens que mon ami Vincent. Je dirais que nous avons peut-être méconnu que la géopolitique internationale de mondialisation, de globalisation, a produit une fragmentation des régions du monde, a pulvérisé les entités traditionnelles politiques héritées du XIXe siècle, et que a produit un chaos, et que c'est ce chaos-là qui a fabriqué, si vous voulez, les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui, quels qu'ils soient, que ce soit des problèmes aussi bien de chômage que des problèmes de terrorisme. Donc je crois que c'est important de comprendre que nous devons trouver une 3e voie entre la globalisation marchande qui repose sur la mondialisation et la fragmentation du monde, et puis bien sûr les tentatives tout à fait réactionnaires de réinstaurer, si vous voulez, les vieux repères traditionnels qui ne reviendront plus jamais, mais auxquels, n'est-ce pas, un certain nombre les considèrent comme, je dirais, un fonds de commerce pour une exploitation politique. Donc il est urgent d'inventer cette 3e vision du monde qui, à mon avis, ne peut être que démocratique, humaniste et républicaine. Enfin, si vous voulez, pour terminer, je crois que il est important, et je vais me répéter, mais il est important de relever, si vous voulez, ce défi, c'est-à-dire ce défi de permettre de retrouver très concrètement les finalités de nos métiers. C'est pour ça que je crois que c'est très important qu'il y ait une transdisciplinarité, qu'il y ait une transprofessionnalité, et qu'on puisse réintégrer cette dimension de l'œuvre, et je reviens encore aux œuvriers, cette dimension de l'œuvre dans les actes professionnels. C'est-à-dire qu'on ne soit pas assujetti simplement par des logiques, si vous voulez, de travail. Je vais quasiment terminer, peut-être pour aussi me permettre de vous mettre en garde par rapport à toutes les explications que l'on pourra donner du terrorisme. Je vais terminer là-dessus, c'est promis. Vous mettre en garde, y compris vous mettre en garde par rapport à nos propres explications. Je veux dire par là que l'émergence des théofascismes, l'émergence des terrorismes aujourd'hui sont des phénomènes complexes, nouveaux, que nous ne sommes pas capables de saisir et que nous saisissons, dont nous ne sommes pas capables de saisir, je dirais, le caractère complexe et nouveau, et que nous saisissons par analogie à ce que nous avons connu. C'est-à-dire nous avançons dans l'inconnu avec ce que nous avons connu. Et pour terminer, donc, je prendrai cette parabole bien connue des bouddhistes, la parabole, n'est-ce pas, des aveugles et de l'éléphant. Lorsque on demande, si vous voulez, à des aveugles d'identifier l'animal qu'ils ont devant eux, c'est un éléphant, ils ne savent pas ce que c'est. Le premier aveugle tape dans le flanc, il dit c'est un mur. Le deuxième aveugle attrape la queue et il dit c'est un serpent. Le troisième aveugle attrape les défenses et dit c'est une lance. Ce que je veux dire par là, vous voyez, c'est que nous avons peut-être à nous ouvrir justement à ce que nous ne connaissons pas. Et c'est peut-être là où le discours politique a un effort considérable à faire, c'est-à-dire nous aider d'approcher, si vous voulez, l'inconnu et l'avenir au-delà de ce que nous avons déjà connu. Et je crois que c'est pour ça que nous nous rencontrons. Et je vous remercie.